Voilà effectivement le décor de nos 2 journées bien campées. On va attaquer tout de suite, si vous le voulez bien, nos travaux et notre réflexion. Concilier sens et complexité, donner du sens à cette complexité. Notre premier intervenant l'a fait pendant les 19 années qu'il a passé, je dirais, au cœur de la machine étatique française. François Mitterrand l'appelle en 1981 à l'Élysée. Jacques Chirac, Lionel Jospin en font leur ministre des Affaires étrangères. Alors, il n'est pas diplomate de son État, mais il a évidemment représenté la diplomatie française dans le monde entier, toute sensibilité politique confondue, avec les différentes alternances. Je vous demande d'accueillir Monsieur Hubert Védrine. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, votre regard international va nous être très précieux dans le sujet qui nous préoccupe. Alors, j'ai rapidement résumé votre longue carrière. Aujourd'hui, vous conseillez administration et entreprise sur la scène internationale. Et 2 livres nous aident à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, un monde de plus en plus complexe. Il y a tout d'abord Face au chaos, sauver l'Europe, dans lequel vous expliquez les ressorts de la crise de confiance dans l'Union européenne. Et puis, bien sûr, vous faites des propositions, il n'y a pas que le constat. Et puis l'autre livre s'intitule « Compte à rebours, comment conjurer les menaces ». C'est chez Fayard, un titre parlant, et on va y revenir, bien sûr. Alors, les décideurs ici présents travaillent toutes et tous dans les entreprises confrontées à la mondialisation galopante. Est-ce qu'on peut, Monsieur le Ministre, commencer par avoir votre regard sur la situation actuelle ? Si vous aviez un bilan à dresser à l'heure qu'il est, quel serait ce bilan ? D'abord, je suis heureux de passer ces quelques minutes ce matin avec vous et pour essayer de vous faire part, si ça peut être utile dans vos démarches, dans vos métiers, de mes réflexions sur ce sujet. Je crois que dans les métiers que vous faites, vous ne pouvez pas être irréaliste. On peut être irréaliste et un peu idéaliste ou fumeux dans la politique, dans les médias, dans le monde universitaire, etc., mais pas dans ces métiers. Dans les métiers où vous êtes, si on n'est pas vraiment réaliste, on est à un moment donné rattrapé par la réalité et on est balayé. Donc le réalisme vrai est une obligation, en quelque sorte professionnelle, pour tous les décideurs économiques. Ça, c'est la première chose simple. Ensuite, ce qui est marquant pour moi dans l'état du monde, c'est pas la conjoncture immédiate. Il faut se méfier parce qu'on est dans un espèce d'océan permanent d'informations vraies et fausses, mélangées, prétendument nouvelles. Bon, il faut voir les tendances de fond. L'élément de fond, c'est que les Occidentaux, nous, les Européens, nous, la France, on a perdu le monopole de la puissance. Pas la puissance, hein, le monopole. On a conduit l'histoire du monde, bien ou mal, ça c'est un autre débat, mais on a conduit l'histoire du monde pendant 3-4 siècles. Après la fin de l'URSS, les Américains avec un peu arrogance et les Européens avec un peu de naïveté ont pensé que l'histoire était finie parce que tout le monde est d'accord sur la démocratie, le marché, etc. Non, l'histoire s'est remise en marche. Et donc il y a des puissances établies, dont on fait partie, qui essaient de maintenir leur position. Elles s'y prennent plus ou moins bien. Bon, et d'autre part, les puissances montantes. La Chine en tête, qui est un phénomène sidérant. Sidérant par la rapidité, la force, la taille, etc. Bon, ça, c'est le tableau. Donc il n'y a pas de communauté internationale. Il faut abandonner ce terme, c'est un objectif sympathique, mais il n'y a pas de communauté dans la tête des gens. Il y a un système multilatéral qui fonctionne plus ou moins. Il y a les Nations Unies qui ne sont pas unies, mais enfin, c'est au moins un cadre de réunion, de travail, tout ça. Bon. Et là-dedans, il y a donc cette espèce de bataille, de foire d'empoigne quand même. On peut dire qu'il n'y a pas que la géopolitique finalement dans cette affaire. Si, ça c'est le cadre géopolitique. Mais il y a en plus... Alors ce que j'appelle les comptes à rebours, c'est qu'en plus de ce tableau qui m'amène à conclure, comme le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui est très, très bien, il dit le monde est chaotique. Mais pas au sens, c'est pas la guerre, hein, on n'est pas au bord de la guerre, mais chaos au sens scientifique. C'est une situation instable et imprévisible. Donc il faut se mettre ça en tête parce que ça va durer, ça. Il n'y a aucune puissance au monde, plus les États-Unis et pas même la Chine qui puisse contrôler l'ensemble du truc. De quel ordre sont ces chaos, Monsieur le Ministre ?
Alors, le chaos, c'est le tableau, qui est qu'il n'y a pas la communauté internationale, le nouvel ordre mondial. C'est pas vrai tout ça. Il n'y a pas de nouvel ordre, il y a une sorte de désordre instable qui change tout le temps. Avec ce que j'ai raconté, avec en plus en toile de fond, vous m'interrogiez sur les comptes à rebours, le tic-tac en fond. C'est le compte à rebours démographique. Donc 7 milliards, 8, 9, 10, etc. Ce qui a des conséquences colossales sur tous les plans, et notamment l'écologie. Le compte à rebours écologique, mais pas que climatique. Maintenant, on a dépassé la longue période d'ignorance, puis de ricanement, puis de déni. On est à la prise de conscience, en tout cas en Europe, et pas loin de la panique. Mais il n'y a pas que le climat. Il y a l'effondrement de la biodiversité, il y a toutes les histoires de déchets. Enfin, tous les scientifiques sont vraiment inquiets, non pas pour la planète, on s'en fout de la planète, pour la vie sur la planète, à quelques générations de distance. Ça, c'est le compte à rebours, vous voyez, qui est derrière. Il y a le choc numérique, avec une interrogation étonnante. D'ailleurs, quand on voit ce que déclarent les créateurs ou les patrons des GAFA de Californie, c'est saisissant, parce que entre ceux qui disent c'est la panacée, ça va tout régler, tous les problèmes vont être surmontables grâce à ça, et ceux qui disent on a créé un monstre et tout va être détruit, c'est Schumpeter puissance 10, vous voyez, à un côté comme ça. Tout ça s'additionne. Donc les gens qui doivent prendre des décisions au jour le jour, économiques ou financières, c'est pas évident. Et il faut intégrer tous ces éléments pour se dire à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs niveaux. Alors, Merci. il y a ce dont on parle beaucoup actuellement, notamment, enfin on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, quelques semaines, avec les grandes envolées de Donald Trump, c'est le multilatéralisme. Le multilatéralisme, justement, développé pour faire en sorte que les pays puissent, enfin les grandes nations puissent commercer ensemble. Est-ce que, Hubert Védrine, ce multilatéralisme, aujourd'hui, a encore un sens ? Est-ce qu'il n'est pas mort, finalement, ce multilatéralisme ? Non, il ne sera jamais complètement mort, mais il a évidemment un sens, ça serait mieux. Mais il ne faut pas l'idéaliser non plus. Même quand il y a eu le multilatéralisme, ça veut dire tout simplement la coopération internationale. On essaie de régler les problèmes en coopérant collectivement, plutôt que quand chacun impose sa volonté immédiate. Si ce n'est que maintenant, on passe du multilatéralisme au bilatéralisme, voire au régionalisme. Donc on ne pratique pas entièrement le multilatéralisme. C'est un peu un discours qu'on développe en réaction à Trump, qui est tellement choquant et brutal, etc. Mais en fait, tout ça, c'était organisé par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, plutôt bien, hein. C'est un des rares moments dans l'histoire des puissances et des grands pays où une puissance dominante a eu une vision du monde qui coïncidait avec ses intérêts, mais aussi qui était plutôt la meilleure possible pour le monde tel qu'il était à ce moment-là. Bon, après, il y a des cadres, mais même les accords GATT en 1948 à La Havane, comme il n'y avait pas l'accord complet des participants, notamment pas des États-Unis, on n'a pas pu créer l'OMC tout de suite. L'OMC a été créé en 1995 à Marrakech. Ça, c'est après l'effondrement de l'URSS. À l'époque où les États-Unis, ce que j'ai appelé l'hyperpuissance, disent on peut imposer notre loi partout, il n'y a plus aucune résistance nulle part. Mais aucun des pays n'a complètement pratiqué le multilatéral. Il y a toujours des domaines où les pays disaient non, ça je décide moi tout seul, à commencer par la décision américaine de Nixon sur la non-convertibilité du dollar en or. Donc il n'y avait pas un multilatéralisme absolu, disons. Enfin, il y avait un cadre de négociation. Trump arrive, il met les pieds dans le plat. Il dit, comme ce que pensent tous les peuples d'Occident, hein, ils disent en fait la mondialisation c'était surtout bon pour les Chinois, donc stop. Et les classes populaires, les classes moyennes, et c'est pas que les Chinois, parce que dans la tête de Trump, tout pays qui a un excédent sur les États-Unis est un pays qu'il faut détruire économiquement. Donc il va s'en prendre à l'Allemagne en prenant en otage l'automobile, il va s'en prendre à Canada, Mexique, etc., etc. Donc oui, il y a un moment où on a l'impression que Trump, traduisant disons une sorte de dégagisme populaire américain, une sorte de gigantesque système gilet jaune américain, vous voyez, est en train de détruire le système. Mais il ne pourra pas le détruire complètement. Alors, dans un certain temps, vous l'avez dit, il y aura à la place des accords bilatéraux, mais c'est moins facile d'équilibrer les intérêts des uns et des autres, hein. Des accords régionaux. Là, il a déjà tué l'organe de règlement des différends à l'OMC, parce qu'en ne nommant pas les juges qui sont manquants, ça bloque le système d'arbitrage, qui est l'élément précieux de l'OMC. Ça sera à reconstruire. Mon pari, c'est qu'il n'arrivera pas à le détruire complètement, que même pour les États-Unis,
l'unilatéralisme, c'est-à-dire je fais que ce que je veux moi, ça marche bien quelques cas, ça peut épater les gens, ça peut permettre des réélections, puis au bout d'un moment, ça va montrer de contre-effets, vous voyez. Par exemple, Obama avait eu une très bonne stratégie, peut-être trop sophistiquée, trop cérébrale pour le peuple américain, mais sa stratégie asiatique était intelligente. Faire un grand accord commercial avec tout le monde, tous les riverains, sauf la Chine. Trump arrive et de façon complètement idiote casse l'accord, et du coup il est en train de se constituer un vaste ensemble avec tout le monde, sauf les États-Unis. Il y aura forcément, après Trump, quelqu'un qui dira c'est complètement débile, il faut reprendre ça, vous voyez. Donc c'est un mauvais moment à passer, mais je ne conclurai pas que c'est mort à tout jamais. Alors d'autant qu'il y a un impact direct sur un élément que tous les décideurs ici présents connaissent et travaillent au quotidien, c'est la chaîne de valeur. Est-ce qu'il y a un gros problème avec cette remise en cause du multilatéralisme, entre guillemets, tel que vous venez de le dépeindre? Est-ce qu'il y a un impact direct sur les chaînes de valeur? Enfin, c'est deux choses différentes, mais donc la pratique multilatérale, elle va survivre, ne serait-ce qu'à parce qu'à l'Europe, c'est le mode de fonctionnement de l'Europe. L'Europe n'en connaît pas d'autre en réalité, donc ça ne va pas disparaître. Et l'Europe n'est pas une puissance commerciale, mais une entité commerciale et économique de premier plan. Bon, la chaîne de valeur, à mon avis, elle va être corrigée parce que inévitablement, il va falloir prendre en compte les coûts écologiques ignorés jusqu'ici, externalisés, avec un système de mesure PIB qui est incroyablement fruste, en réalité. Donc tous ces coûts vont être intégrés petit à petit. Il y aura des batailles sans fin sur prix de carbone, à quel niveau, à quel endroit, etc. Mais il n'y aura pas que ça. Progressivement, on va intégrer dans le calcul économique toutes les répercussions sur on va dire, le patrimoine écologique qui est vital pour la survie collective, etc. Ça va entrer dans le marché à un moment donné. Ce n'est pas les idéalistes qui vont traiter la question. C'est au bout du compte des financiers qui arriveront à calculer ce que représente, de toute façon, mais on n'a que des comptabilités par flux, il n'y a pas de stock en ce qui concerne les éléments, les biens globaux. Ça va entrer petit à petit, et au bout d'un moment, il apparaîtra évident que c'est complètement absurde de faire circuler un produit 4 fois avant que ça arrive au consommateur, ce qui était permis parce que les coûts n'étaient pas pris en compte. Donc, moi, je serai dans le milieu métier économique ou financier maintenant. C'est pas pour demain matin, mais j'essaierai d'anticiper sur les conséquences. Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait une sorte de re-régionalisation, mais pas par effondrement des capacités collectives de négociation. Au contraire, vous voyez. Alors après, dans la bataille sur l'écologie, moi j'emploie le terme d'écologisation, qui est plus fort, je crois, que transition, comme il y a eu l'industrialisation. Ça va s'étendre, ça a commencé, ça va durer quelques décennies. Et là, il ne faut pas prendre de retard. Parce que sinon, des pays ou des entités, des entreprises vont décrocher. Il y aura une compétitivité écologique à un moment donné, vous voyez. Est-ce qu'il y a un scénario de sortie de crise, finalement ? Quelle crise? Il n'y a pas de crise aujourd'hui. Non, l'humanité est en crise depuis toujours. Ça dépend de quelle crise. Si c'est l'affaire des retraites, c'est une chose. Si c'est On parle de la mondialisation, de l'économie mondiale. On en parlera tout à l'heure avec Mathilde Lemoine. Alors, attendez, il y a plusieurs choses. Oui, vous allez parler États-Unis, Chine, qui est le bras de fer principal. C'est très important, très utile. Mais est-ce qu'on va sortir de la crise du capitalisme? Non, il y a toujours eu des crises depuis l'affaire des tulipes. Il y a toujours des crises. Le capitalisme n'a jamais été capable, produit plus de richesses que n'importe quel autre système, naturellement, mais il y a toujours eu des excitations, des bulles qui se créent sans fin, et puis ça recommence. Bon, alors on peut les gérer plus ou moins bien, gérer l'atterrissage quand ça se passe mal, mais ça ne peut pas disparaître complètement. On n'a pas inventé économiquement la vraie croissance soutenue, durable, sans trou d'air. Bon, ça c'est une chose. Et si c'est la situation géopolitique, je vous l'ai dit, il n'y a pas de sortie du chaos parce qu'aucune puissance ne peut dominer tout. Et il n'y a pas de martiens qui vont arriver pour obliger tout le monde à se mettre d'accord sur les conflits non réglés. Là, il reste la bonne volonté, les discussions sans fin, ça peut donner quelques avancées. Regardez, hier, il y a eu un micro-progrès sur l'Ukraine, enfin, des petits trucs comme ça, vous voyez. Donc ça dépend de ce que vous appelez crise. Puis il y a une autre crise dont on ne parle pas parce que ce n'est pas le lieu immédiat, mais quand même mentionnons là, parce que c'est dans le fond, c'est que dans tous les pays démocratiques, pas qu'en Europe, les gens ne veulent plus être représentés. Ça, c'est un péril gigantesque pour l'avenir des démocraties. Quand les gens disent on ne veut pas de représentants, c'est nous qui sommes nos propres représentants. On n'a plus confiance dans personne. Donc il faudrait reconsulter tous les gens tous les matins sur le portable pour savoir si on rétablit ou non la peine de mort et si on supprime les impôts, si on les tripe.
C'est le quotidien des décideurs, ça, finalement, ouais. aujourd'hui. Et c'est pire pour les politiques que pour les décideurs économiques. Je vous suggère un peu d'indulgence pour les décideurs politiques, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur politique, parce qu'ils sont dans des situations infernales maintenant. Les décideurs économiques, normalement, ils ont quand un peu moins les réseaux sociaux aux fesses et tout le système. Bon, quand même, ça devient de plus en plus dur. Donc c'est un gros problème qui s'ajoute à ce qu'on est en train de décrire rapidement, parce que là où il faudrait des décisions claires, nettes, homogènes, par exemple, entre Européens, il y a en plus un élément de fragilité interne des décideurs dans les pays démocratiques. Alors que dans les autres pays, on ne va pas transposer le système chinois en dépit de ses réussites impressionnantes, mais là vous avez affaire à une sorte d'ingénieurs de la décision publique. Et ils peuvent décider à 10-15 ans, prendre des décisions énergétiques ou autres, en tenant compte un peu de l'opinion, c'est comme 500 millions d'internautes chinois, mais quand même, vous voyez, et c'est vital, y compris pour vous dans le monde financier, c'est vital que les démocraties redeviennent capables de décider quelque chose, parce qu'elles vont c'est là-dessus qu'elles sont attaquées. C'est bien sûr, c'est mieux que tout, la démocratie, mais il faut qu'elles redeviennent efficaces, vous voyez. Et tout ça s'ajoute, je sais pas, j'élargis pas pour compliquer le sujet, non, mais c'est tout en même temps. Justement, concrètement, je dirais, pour les décideurs qui sont là aujourd'hui, de ce tableau que vous nous brossez depuis quelques minutes, Monsieur Védrine, concrètement, dans la vie quotidienne des directeurs financiers, de toutes les personnes qui décident aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mots-clés, est-ce qu'il y a je dirais, une démarche clé, vous qui avez cette expérience de par le monde, vous avez observé, vous continuez à le faire, est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce qu'on peut guider les directeurs financiers, par exemple, dans des voies particulières? En termes de méthode, je l'ai dit au début, je le pense sincèrement, je n'ai pas dit ça parce que je suis là, je pense que dans le monde économique et financier, on a ce réflexe, en disant, bon, les gens disent tout et n'importe quoi, bon, qu'est-ce qui va se passer en vrai? Donc il faut essayer de revenir à des scénarios, et pas partir dans tous les sens. Être pragmatique. Plus que ça, enfin, c'est plus exigeant, oui, bien sûr, naturellement, mais il faut être très réaliste dans l'analyse. On entend tellement de commentaires complètement fous. Par exemple, sur l'Europe, je ne pense pas qu'il y aura jamais ce qu'on appelle le show fédéral dans les journaux, sinon les gens qui écrivent ça le feront tout seuls, parce qu'aucun peuple ne le veut, mais je ne crois pas non plus du tout à la déségrégation, pour 36 raisons. Bon, il y a mais là-dessus, vous pouvez entendre des points complètement différents. Donc, il faut d'abord se concentrer sur quels sont dans le domaine où j'ai, moi, un directeur financier à prendre telle ou telle décision, à investir ou pas, ceci, cela, qu'est-ce qui peut se passer en vrai. Donc réduire toutes les hypothèses fumeuses qui partent dans tous les sens à 2 ou 3 hypothèses réelles, précises. Après, bien mesurer le rapport de force. Ne pas se laisser impressionner par l'océan de commentaires et d'excitation et d'hystérie. Regardez, on est un des seuls pays où il y a de l'information continue tout le temps. En Allemagne, il n'y en a quasiment pas. Quasiment pas. C'est un élément extraordinaire de fragilité. Je ne dis pas que les gens qui parlent dedans sont mauvais, il y a plein de gens très bien, mais je parle du système. Il ne faut pas être trop informé, finalement, c'est ce que vous voulez dire? On n'a pas besoin d'être trop informé, on a besoin de réfléchir plus, peut-être. Faut garder la tête froide par rapport aux événements. Garder la tête froide pour réagir à l'hystérisation permanente. Et justement, bien sûr, être informé des choses clés, mais ne pas se laisser envahir, se concentrer. Donc, quels sont les scénarios exacts? Qu'est-ce que je dois décider? Avantages, inconvénients, mais à un moment donné, il faut se replier sur soi, quoi. C'est des commentaires idiots, enfin, on a l'impression d'être un pédagogue à l'ancienne, mais je crois qu'on a besoin dans le monde tel qu'il est. Après, il y a des sujets d'actualité, par exemple, si vous prenez, et vous allez en parler après, États-Unis-Chine, je crois que c'est tout à fait possible qu'il y ait des armistices commerciaux. Dans la bagarre, Trump attaque, bon, et puis après il recule, bon, c'est tout à fait possible, à un certain moment. Des armistices, des arrangements. Ça, il faut regarder ça en fonction du calendrier des élections présidentielles américaines, etc. En revanche, sur le plan stratégique, je ne crois pas à un compromis. Les États-Unis veulent vraiment rester numéro 1. Ils ne peuvent pas accepter, c'est insultant pour eux et angoissant pour eux qu'ils ne soient plus numéro 1. Et la Chine a vraiment annoncé qu'en 2049, elle serait la puissance numéro 1. Bon. Et c'est possible quand on voit le parcours stupéfiant depuis que Deng Xiaoping a libéré les énergies de la Chine. Donc là, sur le plan stratégique, je ne dis pas que ça va se terminer en guerre, hein, je ne dis pas ça, mais c'est un bras de fer continu.
Dans le domaine commercial, avec toutes les répercussions que ça peut avoir pour nous, Européens, entre les deux, il ne faut pas compter les pots cassés, hein, on peut s'attendre à des arrangements à certains moments. Oui, je distingue. Donc il faut faire sans arrêt des tas d'analyses comme ça. Après, on peut pas être plus précis, parce que on peut pas, ça dépend des questions que chacun d'entre vous a. On a bien compris le côté alors pragmatique et surtout être vraiment réaliste face aux événements qui sont devant nous. Ça a l'air évident, mais c'est pas évident du tout. On est dans un monde irréaliste. La France est incroyablement chimérique. Elle passe son temps à annoncer des choses. Il y a des décalages sans arrêt. Regardez, France, patrie des droits de l'homme. Normalement, dans les assemblées politiques, les gens applaudissent, c'est automatique. Mais même Badinter dit non, on est la patrie de la déclaration. On n'est pas la patrie des droits de l'homme, on est la patrie de la déclaration. Ça veut dire que la France n'a pas une baguette magique pour transformer tel ou tel grand pays pas démocratique en un gros Danemark. Vous voyez, ça c'est sur le plan politique ou idéologique. Mais c'est la même chose dans beaucoup de domaines. On a un pays qui adore annoncer, faire des plans. Regardez, le débat franco-allemand, que je pratique depuis tout le temps. Bon, c'est tout à fait extraordinaire. En France, on adore faire des plans, avoir une vision d'avenir pour l'Europe. Quelqu'un qui n'a pas une vision d'avenir, c'est pas un leader, enfin, c'est rien. Ça, c'est le style, le goût français. Mais en Allemagne, je me rappelle encore Helmut Schmidt, grand chancelier, mais il y a très longtemps, il disait, moi, quand j'entends un politicien parler de vision, je l'envoie chez le médecin. Ça, c'est ce que disait Helmut Schmidt. Bon. Et en réalité, Madame Merkel pense la même chose. Vous voyez ? Et Helmut Kohl pensait la même chose. Helmut Kohl qui disait, le jour de l'ouverture du mur, Helmut Kohl, il a dit, je ne verrai pas la réunification de mon vivant. Le jour de l'ouverture du mur. Bon. Donc il y a des décalages fondamentaux, alors qu'il y a la religion d'État sur l'amitié franco-allemande depuis 50 ans. Bon, il n'empêche que c'est des peuples très différents. Donc dans tous les domaines, se rappeler, sur quelques sujets que vous avez à traiter, qu'il y a une partie de votre réaction qui est occidentale, européenne et spécifiquement française, qu'il faut l'avoir. Il ne faut pas y renoncer, il n'y a pas à ne pas être fier de nous, mais il faut savoir que plein d'autres pensent autrement. Et c'est intéressant de se dire, mais là-dessus, qu'est-ce que penserait un Chinois, vous voyez, un Japonais, un Brésilien, etc. Et discuter entre professionnels. Discuter, ça c'est le travail des professionnels, de discuter, mais je veux dire, pour prendre les bonnes décisions qui comportent une dimension internationale ou européenne, donc des scénarios où il y a les autres acteurs, il ne faut pas simplement affirmer nos positions, faire des guerres de position après, mais il faut essayer d'intégrer la psychologie et l'arrière-plan, les projets des autres. Alors c'est encore plus vrai en diplomatie, mais je crois que c'est vrai dans tous les métiers, où à un moment ou à un autre, il y a une dimension internationale, vous voyez. Encore une fois, ça ne veut pas dire de renoncer à ce que l'on est. Mais il faut intégrer dans l'analyse les arrière-pensées de l'interlocuteur, partenaire, concurrent, adversaire, etc. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces explications, Monsieur Hubert Védrine. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages à consulter. Face au chaos, sauver l'Europe. Et puis, compte à rebours, comment conjurer les menaces. Est-ce que Ulrich a un rôle à jouer je vois avec ce pins jaune, qui en rappelle un autre sur l'emploi, mais Ulrich dans cette affaire, finalement. Est-ce qu'on peut prendre exemple sur Ulrich ? Ah non, non, pas du tout. Pourquoi Ulrich ? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères s'intéresse à c'est pas en tant qu'ancien ministre. Pour ceux qui ont une culture bande dessinée, il y a deux grandes figures dans la ligne claire. Il y a Hergé, génial, qui a inventé Tintin, et Edgar P. Jacobs, qui a inventé Black et Mortimer. C'est au même moment, c'est après la guerre. Et dans Black et Mortimer, il y a un personnage qui est le méchant, un horrible bonhomme, qui s'appelle le colonel Ulrich. Et mon fils et moi, Laurent et moi, on a écrit la biographie du vrai colonel Ulrich, dont Jacobs s'est inspiré. Et on navigue entre le vrai et le faux tout le temps. Vous l'avez rencontré ? Je ne peux pas vous dire, il faut que les gens le lisent. mais ne pensez pas que mes analyses sur la géopolitique se promènent entre le vrai et le faux aussi. Il ne faut pas. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, Hubert Védrine. Je vous invite à... Merci beaucoup.